Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers chercheurs, entrepreneurs, décideurs publics et privés, chers amis, je suis particulièrement heureuse, émue même, et fière de vous accueillir aujourd'hui pour cette 20e édition du workshop de l'innovation de l'association Recherche et Avenir, que nous avons cofondé il y a 20 ans avec Katia Kananzi-Mathias, ici présente, donc les deux astrophysiciennes qui se sont dit il y a 20 ans, il faut créer une association qui soit dédiée à la recherche et qui œuvre pour le territoire. Et c'est avec une forte conviction qu'on a cherché à rapprocher durablement la recherche, l'entreprise et la société. 20 ans, c'est un anniversaire symbolique, 20 ans de dialogue, de débat et de co-construction. 20 ans à réfléchir aux grandes ruptures scientifiques et technologiques avant qu'elles ne s'imposent à nous. Et ce n'est certainement pas un hasard si pour cette édition anniversaire, nous avons choisi un thème à la fois fondamental et stratégique, la quantique dans tous ses états. Nous sommes réunis ici aujourd'hui au Business Pole de Sophia Antipolis, première technopole d'Europe. Et c'est avec une certaine émotion que je précise que ce workshop est le dernier dans ces murs, puisque l'an prochain, nous intégrerons le nouveau pôle Alpha qui a été inauguré il y a seulement quelques jours. Là encore, c'est un symbole fort, puisque c'est un passage de relais, une continuité, mais aussi un changement d'échelle. Alors, la physique quantique n'est pas une technologie parmi d'autres, c'est d'abord une révolution intellectuelle, une révolution dans notre manière de comprendre le fonctionnement de la matière, de l'énergie et de l'information. Il y a un peu plus d'un siècle, la physique quantique a bouleversé les certitudes héritées de la physique classique. Elle nous a appris qu'à l'échelle de l'infiniment petit, le monde n'est ni intuitif ni déterministe. Il serait en quelque sorte soumis à une forme de hasard. Les particules peuvent être à plusieurs endroits en même temps. C'est le principe de superposition. Elles peuvent s'influencer instantanément à distance. C'est l'intrication. Elles peuvent exister sous forme de probabilité plutôt que sous forme de certitude. Pendant longtemps, ces concepts ont semblé abstraits, presque philosophiques, et ils occupent aujourd'hui notre quotidien. Sans la physique quantique, pas de semi-conducteurs, pas de laser, pas d'imagerie médicale avancée, pas de GPS, pas de télécommunications modernes. Autrement dit, la quantique n'est pas une promesse future. La physique quantique est là, partout autour de nous. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est différent. Nous ne sommes plus seulement dans l'ère de la compréhension ou de l'exploitation indirecte des phénomènes quantiques. Nous entrons dans l'ère de la maîtrise technologique directe. Et c'est précisément l'objet de notre première table ronde, de la recherche au développement des principes fondamentaux aux applications concrètes, calcul quantique, capteur quantique, communication quantique, cryptographie quantique. Ces technologies ouvrent des perspectives considérables, mais elles sont soumises aussi à des contraintes majeures, complexité des systèmes, fragilité des états quantiques, besoins énergétiques et rareté des compétences. Le calcul quantique par excellence, on l'a compris, ne remplacera pas l'informatique classique, mais il pourrait, dans certains domaines cibles, changer complètement la donne. Optimisation industrielle, conception de nouveaux matériaux, chimie, modélisation du climat, recherche pharmaceutique. Nous sommes donc en face d'une rupture technologique asymétrique, c'est-à-dire que l'on a des usages encore limités, mais des impacts potentiels importants. Et c'est précisément ce type de rupture qui nécessite de dialoguer, d'anticiper et de discerner. C'est la vocation de ce workshop que d'en discuter collectivement. La deuxième table ronde abordera les usages et l'impact sociétal des technologies quantiques. Et c'est une étape essentielle car chaque révolution technologique majeure pose toujours la même question. Que faisons-nous de cette nouvelle capacité à agir sur le monde? Les technologies quantiques promettent des avancées majeures en santé, en énergie, en environnement, en sécurité, mais elles soulèvent aussi des inquiétudes qui sont légitimes. Sécurité des données, remise en cause des systèmes de cryptographie actuels, risque de concentration du pouvoir technologique.
Il serait illusoire de croire que la technologie est neutre. Elle est toujours le reflet de choix politiques, économiques et sociétaux que nous faisons collectivement. D'où l'importance d'un cadre juridique, éthique et réglementaire. Un cadre qui accompagne l'innovation sans la contraindre drastiquement, mais sans qu'elle soit irréfléchie non plus. Enfin, la troisième table ronde traitera des enjeux géopolitiques et économiques. Soyons conscients, la quantique est devenue un enjeu de souveraineté, comme le sont l'IA et le spatial. Et les grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine, le Canada, le Japon investissent massivement. La quantique est désormais au croisement de la puissance scientifique, de la compétitivité industrielle, de la sécurité nationale. Et dans ce contexte, la France et l'Europe sont des leaders mondiaux en recherche fondamentale. Ils disposent d'atouts majeurs. La France est engagée dans une stratégie nationale quantique ambitieuse et l'Europe s'est dotée de programmes structurants. Mais être leader en sciences, comme nous le sommes, ne garantit pas automatiquement d'être leader en innovation, en création de valeur ou en influence internationale. Donc la vraie question est la suivante. Comment transformons-nous notre excellence scientifique en avantage stratégique durable? Cela suppose des écosystèmes industriels solides, des investissements conséquents, une coopération européenne forte et une capacité à parler d'une seule voix sur la scène internationale. Pour conclure, je dirais que le titre de ce workshop n'est pas un effet de style. La quantique est véritablement dans tous ses états, état de la science, état des technologies, état de la société, état des rapports de force économiques et géopolitiques. Pendant cette matinée, plus que de chercher des réponses simples à des questions complexes, nous allons partager des visions, confronter des points de vue, nourrir, je l'espère, une intelligence collective, exactement ce que Recherche et Avenir s'efforce de faire depuis 20 ans. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence, votre engagement, votre curiosité. Je remercie nos intervenants, nos partenaires et toutes celles et ceux qui font vivre cet écosystème ici à Sophia Antipolis et bien au-delà. Et je remercie tout particulièrement Jean Leonetti, président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis et maire d'Antibes Jean Lépin, qui nous fait l'honneur d'ouvrir la 20e édition de ce workshop en cette matinée internationale, en cette année internationale de la physique quantique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être avec nous et je vous donne la parole. C'est très facile et très difficile de parler après Stéphanie Gaudier parce qu'elle a tout dit. Et donc, j'ai presque envie de dire, on est d'accord. Mais c'est quand même intéressant de regarder comment les sociétés évoluent. Et généralement, les révolutions se font par la technologie. Rappelez-vous quand même que ce sont les moines copistes qui protestent auprès du pape de l'invention de l'imprimerie et qui essaient de l'empêcher. Et donc, il y a toujours un monde ancien qui s'oppose au monde nouveau, parce que le monde nouveau est forcément en rupture. Et c'est la technologie qui fait la rupture sociétale, et ce n'est pas la société qui fait la rupture technologique. Dans ce contexte, le quantique est pour beaucoup un monde dans lequel on a l'impression que les cloisons avaient bien été posées. Ça resterait du fondamental. Voilà. On nous foutrait la paix avec ça. On a déjà assez de mal à voir la révolution de l'intelligence artificielle envahir toute la société, de la médecine à la cybersécurité. Eh bien, ils arrivent et on se demande, bien entendu, si cette rupture est une rupture de la rupture, ou bien si c'est un croisement des technologies de l'IA qui collecte et au fond du bras armé un peu prométhéen du quantique qui et les médecins le savent, qui montrent que l'infiniment petit définit ce qui se passe dans l'infiniment grand. Et donc, est-ce que nous sommes dans des voies parallèles? Ça n'existe pas, les voies parallèles, ni ça existe dans l'idée, mais à un moment donné, et nous le savons mieux que personne, à Sophia Antipolis, les voies parallèles se rencontrent et elles ne sont plus parallèles. Et cette percussion, cette rupture entre deux nouvelles technologies, comment fait-on pour faire qu'elles s'allient et comment fait-on pour voir quelle puissance elles développent? Après, il y a toujours le problème de l'éthique. Comment je régule? Voilà. Ben, le chercheur ne doit pas réguler, le chercheur doit trouver. Voilà. C'est complètement idiot
dans un monde utopique dans lequel on dit on va a priori mettre les garde-fous. Les garde-fous apparaîtront quand les applications arrivent. À quoi sert-il de commencer à se poser des questions dont nous n'avons pas le début de la réponse de l'application? Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'éthique arrivera en cheminant autour de ces deux parallèles qui se rencontrent, qu'est l'intelligence artificielle et la physique quantique. Je remercie bien sûr euh, une idée qui est pas très française, qui est très américaine, de la liaison entre le monde réel euh, et la recherche, entre la recherche et l'entreprise, qui est cependant à Sophia Antipolis un élément de progrès formidable. Et je le dis avec un peu de nostalgie à Laurent Londex, c'est fini, voilà. C'est fini, on ne sera plus ici, voilà. On sera là-bas, dans le pôle alpha, en rappelant que alpha, ça veut dire qu'on est à la tête de la comète hein, et on est un peu, on essaie d'être un peu en avance sur son temps. Et quand on essaie d'être en avance sur son temps, on est tout juste à l'heure. Merci à vous tous et bon travail dans vos travaux. Je regarderai avec un grand intérêt parce que je pense qu'il y a l'ébauche d'une petite révolution qui montre qu'il n'y a pas de petite révolution. Bon travail à tous et merci. Alors, je vais appeler nos premiers intervenants. Olivier Edrati de Quantum Energy Initiative, Olivier S de Eridon et Atos, Virginia Doria du laboratoire Infini d'Université Côte d'Azur CNRS, avec l'animatrice de cette table ronde, Anne-Laure Rollet, chercheur au CNRS. Alors, nous avons le plaisir, pour cette première table ronde qui va introduire ce que la physique quantique, d'avoir, alors je vais le faire plus loin, plus près, Olivier Ezrati, que je pourrais qualifier d'électron libre avec un spin supérieur à 1. Je pense que vous pourrez me corriger, puisqu'on peut pas, c'est pas tout à fait exact, sur le spin de l'électron. Alors, vous avez de multiples compétences et de multiples appétences. Alors, si on se focalise sur celles qui sont liées à ce workshop sur la physique quantique, on pourrait citer déjà votre ouvrage qui est disponible en ligne, qui fait un certain nombre de pages, 1500, qui s'appelle Understanding Quantum Technology et qui est accessible même à des non-spécialistes. Vous êtes cofondateur de Quantum Energy Initiative. Je vais vous dire un petit mot, quel est l'objectif? Et puis, vous venez de remettre un rapport sur les technologies, sur le calcul quantique à l'Académie des technologies. Voilà. Ensuite, nous avons le plaisir d'avoir Virginia Doria, professeure à l'Université Côte d'Azur. Alors, vous dirigez également l'Institut fédératif Côte d'Azur, qui est donc une fédération de laboratoires ou d'équipes. Et votre travail de recherche porte sur les propriétés quantiques de la lumière, et notamment sur comment on peut les utiliser pour miniaturiser des expériences, en fait, finalement faire de grandes expériences complexes sur un comptable, ou développer des petits dispositifs hors laboratoire, mais nous en parlerons, je pense, dans nos discussions. Et enfin, nous avons Olivier S., qui est docteur en chimie quantique de mon université, l'université Pierre et Marie Curie, qui est maintenant Sorbonne Université, c'est pour ça que je le mentionne. Et vous avez travaillé pendant de nombreuses années sur les calculs scientifiques chez IBM, et maintenant vous êtes chez Eviden, et justement vous promouvez, enfin vous êtes responsable de l'informatique quantique, et vous promouvez ce type de système, et en participant avec plusieurs initiatives justement sur ce domaine. Alors, en fait, peut-être pour commencer le workshop et la table ronde, on va peut-être redéfinir un peu ce que c'est la physique quantique. Donc, on a des énergies quantifiées. On peut penser à notre essuie-glace de voiture, en tout cas la mienne, qui n'est pas très perfectionnée. On a quelques niveaux, lent, un peu plus rapide, mais on n'a pas toutes les vitesses. Mais en fait, la physique quantique est un peu plus large que ça. Alors,
Quels sont finalement les concepts fondamentaux qu'on doit retenir là-dessus? Tous les micros sont bons, on peut utiliser. Ouais, je pense qu'en fait, vous aviez été désigné d'office. C'est la physicienne, c'est Ouais, c'est la professeure d'université, voilà. Là, je sens un peu la pression. Alors, et surtout, j'aurais besoin d'avoir 2 heures pour faire une vraie définition Oui, mais politique. Donc, je vais Ah. faire très simple. Je vais suivre une approche un peu historique. En effet, à mon sens, ce qui est la notion importante à retenir, c'est que en étudiant donc, la physique quantique s'intéresse essentiellement à 2 types d'objets qui sont la lumière et la matière. La matière, c'est tout ce qui nous entoure, disons. Et lumière, c'est la lumière comme vous l'imaginez, donc au sens classique. Et ce qui est donc faisant des études sur ces dispositifs qui ont été sur ces systèmes, les scientifiques donc de début 1900 se sont rendus compte qu'en fonction des expériences qu'on menait, on pouvait mettre en évidence des comportements qui étaient des comportements duals. En gros, ce qu'on avait, c'est que, je vous fais l'exemple de la lumière. La lumière, c'est une onde, ça on le sait depuis pas mal de temps, c'est très ancien, c'est tout ce qu'on a étudié dans les cours d'électromagnétisme. Et ils se sont aperçus qu'en faisant certains types d'expériences particulières, la seule manière de décrire le comportement de la lumière, c'était en décrivant la lumière comme si c'était fait de quanta, donc de paquets de graines de lumière. Donc ça avait une ambiguïté, une dualité, il l'appelait, qui était mise en évidence par certaines manipes qui sont des manipes très particulières, donc des manipes très pointues, qui dépendent des technologies très pointues. Et ce qui était encore plus inconcevable, c'était que, à l'inverse, je peux avoir des objets qui sont des particules, l'électron, un atome, une molécule même, qu'en fonction des expériences que je mène, je vois se comporter comme des particules, chose qu'on s'attend un peu, mais aussi comme des ondes. Et donc, c'est un peu cette dualité qui fait la force de la physique quantique. Et donc, c'est en exploitant cette dualité de l'onde et de la particule en même temps, parce que ce n'est pas ni l'un ni l'autre, c'est les 2 choses en même temps, et je peux exploiter un comportement ou l'autre en fonction de ce que je décide de mesurer, de ce que je décide d'aller voir, qui fait la spécificité de la physique quantique. Et ce qui est effectivement vrai, c'est que ce type de dualité, on arrive à l'avoir bien sur des objets qui sont tout petits. Donc, a priori, il n'y a pas de limitation conceptuelle, je pense, mais il y a des limitations pratiques. Donc, cette dualité en particules, on la voit effectivement sur des objets comme un électron, comme un photon, donc une graine de lumière, comme un atome, donc des objets qui sont dans des échelles du hyper petit. Et c'est aujourd'hui, donc en exploitant ce type d'objets, qu'on vise à faire des nouvelles technologies. Donc, c'est une question de nouvel hardware qui exploite ce type d'objets duals. Oui, et peut-être l'aspect probabiliste, si je peux dire comme ça, qui est quand même quelque chose qu'on n'a pas du tout en physique classique. Alors, en effet, quand je parle d'aspect ondulatoire, il y a un objet mathématique qui permet de décrire le comportement donc, de ces objets quantiques duals, qui est ce qu'on appelle la fonction d'onde. La fonction d'onde, c'est comme, je reste sur les degrés de liberté spatiale pour des raisons pratiques, c'est une fonction qui me fait comme une photographie de quelle est la probabilité d'un objet, par exemple, de se trouver à un endroit ou l'autre de l'espace. Donc, a priori, avant de faire ma mesure sur les objets quantiques, je ne sais pas où est-ce qu'un électron va se situer, où est-ce qu'un photon va passer si je fais une expérience d'interférence, ou quelle est l'énergie, par exemple, d'un électron à l'intérieur d'un atome. Je ne le sais pas a priori. Mais cette fonction d'onde me permet d'avoir donc une estimation, donc c'est en fonction de probabilité. Donc, je peux réestimer la probabilité que ma particule, quand je vais la mesurer, va se trouver ici ou là, ou à un niveau d'énergie particulier, ou avec, je sais pas, une position, une vitesse particulière. Donc, cet aspect onde revient. Donc, c'est formalisé, si vous voulez, dans cette dualité en particules, c'est formalisé dans cet objet mathématique particulier qui s'appelle fonction d'onde, qui se calcule, ça les gens savent le calculer depuis longtemps, parce que c'est ce qu'ils font toute la physique atomique, donc vous utilisez, je pense, dans vos expériences. Et ça a permis des vraies révolutions. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile à voir, c'est que comprendre ce qui se passe à une échelle d'objets si petits, ça donne les moyens pour prévoir ce qui va se passer si je change quelque chose, et donc pour inventer de nouvelles technologies. Et c'est ce qui a été engendré, par exemple, par la première révolution quantique, comme c'était mentionné en introduction. C'est l'exploitation des concepts qui sont de physique très fondamentale pour
mettre en œuvre des nouvelles technologies qui reposent sur ces concepts de physique très fondamentaux. Oui, c'est vrai qu'on est entouré, enfin, sans se rendre compte, on a des technologies qui sont largement répandues et qui sont basées sur ces connaissances. Le laser, la résonance magnétique nucléaire, enfin, et d'autres. Et en fait, là, la question, c'est actuellement, quels sont les domaines les plus chauds de la mécanique quantique, la physique quantique, qui veut y aller? Je vais Ça marche le micro là parce que j'ai Ah l'impression oui, que c'est oui, plus ça atténué. marche très bien. Je vais compléter ce que tu viens de dire, Virginia, avec trois, je dirais, développements à la fois en physique et en technologie qui expliquent pourquoi on est dans cette seconde révolution quantique, qui est un terme qu'Alain Aspect a créé avec d'autres scientifiques en 2003. Il y a trois principes qui complètent les basiques que Virginia décrivait. Il y en a un qui est la superposition des états, c'est-à-dire qu'un objet quantique, que ce soit un électron, un atome ou un photon, on est capable de le préparer dans un état qui est en fait l'addition de deux états possibles. Par exemple, un atome qui n'est pas excité et le même atome excité. Et on est capable de préparer dans un état où il est à la fois excité et pas excité. Et en fait, ça s'explique par la fonction d'onde que Virginia décrivait, parce que comme on décrit l'atome sous forme d'une fonction d'onde, en fait, on additionne deux fonctions d'onde, ça fait une nouvelle fonction d'onde. Et d'un point de vue pratique, moi j'aime bien parce que je fais des cours là-dessus à des ingénieurs. Comment on fait? En fait, on envoie une énergie à l'atome qui est la moitié de ce qu'il faut pour qu'il soit excité. Donc en gros, je simplifie un peu, mais on lui envoie un petit peu d'énergie et ça le met dans cet état superposé. Ça, c'est un premier principe qui est très utilisé aujourd'hui, mais qui n'était pas pour faire les transistors ou les lasers, qui sont les technologies dites de la première évolution quantique. Deuxième principe qui est un principe qui est complexe à appréhender parce qu'on ne sait même pas décrire complètement, c'est le fameux principe de l'intrication. L'intrication, elle est liée au fait que quand on prépare des objets quantiques d'une certaine manière, que ce soit des photons, des électrons, des atomes, on est capable de les rendre interdépendants. C'est-à-dire qu'on est capable de les exciter d'une certaine manière où ils vont être interdépendants à tel point que, vu de l'extérieur et d'un point de vue mathématique, en fait, ils font qu'un seul objet. Et donc, ils ont ce qu'on appelle les états corrélés, c'est-à-dire qu'en fait, quand on modifie l'un, en fait, ça modifie l'autre, et on ne peut pas les séparer, en fait. Et ça, c'est très puissant. C'est utilisé aussi bien dans les communications quantiques pour protéger la génération de clés chiffrées entre deux parties prenantes. C'est ce que vous faites à l'Infini à Nice Et avec d'autres, on va l'équipe de trouver après. Sébastien. C'est utilisé dans le calcul quantique parce que ça apporte de la puissance de calcul aux machines. Et ça peut servir aussi même aux capteurs quantiques pour améliorer la précision de la mesure de grandeur physique, comme la gravité, le champ électromagnétique ou d'autres grandeurs physiques. Donc c'est extrêmement puissant, mais à vrai dire, on ne peut pas expliquer réellement ce qui se passe d'un point de vue du réalisme physique classique. Moi, je me rappellerai toujours de ma première rencontre avec Alain Aspect, qui a 8 ans, grand physicien qui a eu le prix Nobel en 2022. J'ai passé 3 heures avec lui. Et il nous raconte son expérience de 1982 avec certains qui sont devenus mes amis comme Philippe Grangier ou Jean Dalibard qui est prof au Collège de France. Et il m'explique tout ça. Et à la fin, il nous dit, et j'étais avec Fanny Bouton qui est aujourd'hui directrice du quantique chez OVH Cloud, et il nous demande à tous les deux, est-ce que vous avez compris l'intrication? Alors nous, on se regarde comme des cons, ça faisait 6 mois qu'on était dans le quantique, on dit pas du tout. Et il nous dit, bah, moi non plus. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas le représenter physiquement. Et sa fameuse expérience, elle a montré que quand on mesurait des photons qui avaient un passé commun, qui venaient de l'excitation d'un atome de calcium, avec un photon rouge et un photon vert, et on les fait aller dans deux endroits différents, on mesure leur polarisation avec un angle de polarisation qui est aléatoire, dans des polarisations très précises, et on se rend compte qu'il y a une corrélation entre le résultat qu'on obtient à gauche et le résultat qu'on obtient à droite. Et ça, c'est la manifestation de la corrélation des états au moment de la mesure. Mais elle existe avant et on l'utilise dans le calcul d'ailleurs. Alors, c'est un peu long comme explication, et il faut savoir que ces deux choses-là sont complétées par une troisième chose que j'ai oublié de citer, et qui date d'à peu près une quarantaine d'années, pour simplifier un peu les choses, et qui fait partie de l'évolution des capacités expérimentales qu'on a développées dans le monde académique. Depuis une quarantaine d'années, c'est doigt mouillé, hein, on peut ne pas être d'accord là-dessus, on sait contrôler à l'échelle individuelle nos objets quantiques. Quand on a des transistors, c'est des milliards d'électrons qui se baladent dedans. Quand on a un laser, c'est des milliards de photons qui sont émis par le laser. Maintenant, et c'est les expériences qui sont faites par Virginia ici, on sait contrôler les photons un par un. On sait isoler un électron quelque part et contrôler son spin. C'est une de ses propriétés physiques. On sait maintenant contrôler dans le vide un atome et dire, toi, tu vas là, avec des lasers. Et ça, on ne faisait pas il y a 50 ans, du temps d'Einstein et du temps de Schrödinger et compagnie. Donc, et ça, c'est extrêmement puissant.
Et c'est à la source de toutes les technologies quantiques dont on parle aujourd'hui, qui sont des capteurs quantiques, les communications quantiques, les ordinateurs quantiques. Et moi, je rajoute toujours un quatrième domaine qu'on a tendance à élaguer, qui est la matière quantique. Parce qu'en fait, on fait de la recherche en physique quantique sur la matière quantique, qui sont des phénomènes très particuliers qui se produisent avec le graphène, par exemple, ou avec des matériaux supraconducteurs, ou avec des matériaux à très basse température. Et on est capable de découvrir de nouveaux états de la matière, de nouveaux comportements. C'est souvent des semi-conducteurs ou des matériaux qui s'apparentent aux semi-conducteurs. Et on fait des choses extraordinaires pour inventer de nouveaux matériaux, peut-être inventer de nouvelles batteries, procédés chimiques ou autres, au niveau de la matière. Et donc, le champ de la physique quantique est extrêmement large. Oui, tout à fait. Alors, du coup, donc il y a plein d'applications, vous avez compris. On avait décidé sur cette table ronde de les restreindre un petit peu. Et donc, on va d'abord traiter des capteurs. Mais je voulais juste une petite question sur l'intrication. Donc, on l'a mise en évidence sur la lumière, mais est-ce qu'on, sur d'autres systèmes, oui. Tu veux répondre, Virginie? Oui. Et toutes ces propriétés de physique quantique sont prouvées à la fois pour la matière et pour la lumière. Et justement, c'est ce comme disait Olivier. Aujourd'hui, on exploite la seconde révolution quantique, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est être capable d'utiliser des objets quantiques individuels. Et de nombreux objets quantiques individuels, comme par exemple les atomes, sont utilisés pour faire le calcul, pour faire les capteurs et tout. Et donc, on a besoin, par exemple, pour faire des tâches de calcul, d'avoir des états qui sont des états intriqués de ces porteurs de l'information. Donc, c'est comme si je prends un atome, j'écris des informations quantiques sur l'atome, et c'est on utilise des atomes. Pas que. Non, il y a énormément de supports pour le faire. C'était juste un exemple. Celui des atomes, je peux utiliser de la matière, je peux utiliser de la lumière. On n'a pas encore un système qui est le système de choix. On a des systèmes qui sont très bien pour faire certaines tâches, des systèmes qui sont très bien pour faire des autres, et on a des approches différentes que les gens essayent de poursuivre. Donc, on n'a pas une solution arrêtée universelle qui a balayé tous les autres. Et c'est pas forcément vrai qu'on aura une solution universelle. On pourra avoir plusieurs solutions qui marchent avec des spécificités. Mais beaucoup de ces solutions, effectivement, sont à base de matière. Et donc, on a besoin de prendre des atomes et de les faire interagir d'une certaine manière, comme disait Olivier, pour qu'ils s'intriquent entre eux. Et là, effectivement, on va avoir un avantage quantique. Donc, l'un des éléments clés, c'est pas simplement être capable d'écrire des bits quantiques sur les objets, mais aussi de les faire interagir entre eux de façon quantique, de force à exploiter ces systèmes qui sont de grandes dimensions après. Et donc, avec beaucoup de porteurs qui se parlent quantiquement les uns avec les autres, donc ils sont intriqués, pour avoir le vrai avantage quantique. Donc, oui, pour faire bref, oui, on le fait avec la matière tout aussi bien qu'on le fait avec la lumière. Je peux te rajouter un autre truc parce qu'on sait faire des atomes artificiels. Et ça, c'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est que quand les basiques de la physique quantique ont été établis il y a un siècle, c'est pour ça qu'on a fêté l'année dernière le centenaire de la physique et des technologies quantiques, c'est lié au travail de Heisenberg et Max Born et Pascual Jordan en 25 à Göttingen, où j'étais d'ailleurs il y a quelques mois. Mais mais pas avec eux. Ah oui, il y en a un qui est dans le cimetière, mais non, je n'ai pas été les voir. Les atomes artificiels, c'est quelque chose qui a valu le prix Nobel à Michel Devoret en octobre dernier. Qu'est-ce que c'est qu'un atome artificiel? C'est en fait un ensemble d'objets quantiques, qui peuvent être des électrons, par exemple, et on est capable de leur créer, de l'organiser, souvent à très basse température, pour qu'ils aient un comportement collectif qui devient quantique, avec des états bien quantifiés. Donc, par exemple, un qubit supraconducteur, et c'est ça qui a valu le Nobel à Michel Devoret, qui est français, à John Martinis et à James Clark. Je suis sur James ou John. Je crois que c'est James Clark. James Clark, oui, de Berkeley. Et ce qu'ils ont créé dans les années 80, basé sur les théories de Brian Josephson dans les années 60, c'est en fait un courant électrique qui est dans un circuit supraconducteur, mais qui est fait de milliards d'électrons qui circulent. Et ils mettent une barrière au milieu, une sorte d'isolant qu'on appelle la barrière de Josephson, qui est faite en oxyde d'aluminium pour les spécialistes. Et ben, cette barrière, elle permet de créer un état quantique où les électrons ils tournent là-dedans, mais ils ont plusieurs niveaux de résonance en fait d'énergie. Et on arrive à quantifier comme ça l'énergie de ce système-là. Et ça, c'est la base des qubits de IBM, de Google et d'Alice Bob en France. Donc, mais ce n'est pas un objet quantique unique. C'est un objet collectif, qui est milliards d'électrons, mais qui se comporte, vu de l'extérieur, avec une fonction d'onde qui est, il y a plusieurs niveaux d'énergie, et on est capable d'intriquer des circuits comme ça à distance. Et comment on les intrique? On les intrique avec des interactions électromagnétiques, c'est les micro-ondes qu'on envoie au circuit.
Et donc, la magie du quantique, maintenant, devient macroscopique aussi. Elle n'est pas qu'au niveau des objets individuels. Bon, désolé de rentrer dans des trucs un peu techniques, mais, non, mais ça montre qu'il y a une très grande diversité dans la science, dans ce champ-là. Tu voulais dire un mot avant qu'on... Je crois que tout calcul. Ouais. Non, parce que du coup, là, on commence déjà à regarder les applications, donc on peut peut-être dire, prenons l'exemple du capteur, justement, comment on les construit et finalement, qu'est-ce que ça apporte par rapport à un capteur normal. Voilà. Déjà, comment ça fonctionne. Qui est une des grosses... Et les capteurs quantiques, c'est un monde à part, c'est un monde énorme. Hein. C'est un monde, je sais pas, il y a au moins une quinzaine de types de capteurs différents, avec d'ailleurs des enjeux pour la défense en particulier. Alors, il y a plusieurs technologies qui sont disponibles. Par exemple, avec la lumière, on est capable de mesurer le temps de manière... D'ailleurs, en fait, qu'est-ce qu'on capte? Sur quoi on... Des grandeurs physiques. Et qu'est-ce que c'est que grandeur physique? C'est le temps, c'est le champ électromagnétique, c'est la gravité, c'est les tensions, c'est n'importe quelle grandeur physique du système de mesure. Hein. Et parfois des grandeurs d'ailleurs assez sophistiquées, la température, la pression. Et donc, en fait, on arrive à mesurer ces grandeurs physiques avec des capteurs dits quantiques qui utilisent des technologies assez variées, avec une plus grande précision que les capteurs classiques, quoi. Donc, souvent, on gagne entre 3 et 7 ordres de grandeur de précision. Alors, ça ne sert pas à tout le monde. Hein. Alors, je vais essayer de donner un exemple où c'est utile. C'est utile en plein de cas, mais on va donner le cas le plus connu, ce qu'on appelle le PNT en américain, le Position, Navigation and Timing. C'est des capteurs qui sont utilisés dans les sous-marins, qui peuvent être utilisés dans le monde des télécoms ou dans le monde des transports pour mesurer avec une très grande précision le temps et la position d'un objet. Donc, je vais vous donner un exemple. Le sous-marin, il est sous l'eau, il n'a pas le droit d'aller à l'extérieur, il ne peut pas utiliser le GPS, donc il veut savoir où il est. Bon, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, une voiture dans un tunnel. C'est un exemple un peu basique, mais dans un tunnel, le GPS ne marche pas. Par ailleurs, le GPS, on sait que c'est un outil qui c'est devenu une arme. Vous savez qu'en Ukraine, les Russes, ils désactivent le GPS dans la zone. Donc, le GPS est devenu quelque chose qui peut être brouillé, en fait, un signal qui est brouillé. Donc, on a besoin de s'affranchir du GPS. Donc, ça, c'est un besoin, on va dire, métier. Et donc, on a des capteurs qui existent aujourd'hui, qui sont souvent à base d'atomes. On appelle atomes froids ou pas d'ailleurs, des atomes dans le vide. On les fait tomber comme ça et on est capable de gérer des interférences avec eux. Et grâce à ces atomes, on est capable de mesurer l'accélération et la gravité. Et on le fait en fait sur 3 axes. Et grâce à ça, on recrée un gyroscope en fait. Et ça, c'est couplé à une mesure du temps qui est extrêmement précise, qui permet de savoir où je suis à un moment donné, par des calculs mathématiques en fait. Ces deux capteurs, le temps et la position et l'accélération. Et ça a beaucoup de valeur. Autre exemple de capteur. Est-ce que je peux intervenir? Parce que là, on voit atome froid dans l'ultra-vide. Oui. Ouh là là, ça va être une installation c'est pas genre un synchrotron ou le CERN. Non. Et en fait, non. Non, aujourd'hui, les expériences, il y a une boîte française qui fait ça, qui s'appelle Exail, qui est un laboratoire à Saint-Germain-en-Laye, qui est connu, qui a racheté une entreprise de Bordeaux, qui s'appelait Mucans, créée par des anciens thésards d'Alain Aspect, notamment Philippe Bouillet. Cette entreprise, elle a d'abord créé des gravimètres qui font à peu près 1 mètre de haut avec un rack électronique qui est à côté, donc c'est un peu lourd. Et là, ils sont en train de créer cette histoire de PNT et c'est censé à terme devenir une sorte de boîte qui fait 60 cm de côté. Donc ça tient dans un sous-marin ou dans un... C'est raisonnable, on va dire. C'est pas... Par contre, l'idéal, ce serait que ça tienne dans la main et que ça soit dans une voiture pour $100. On n'y est pas encore là. Mais, bon. Alors, un autre exemple qui va peut-être vous faire sentir l'intérêt de la chose qui n'a rien à voir, c'est dans le domaine de la santé. C'est un peu, pas trop loin d'ailleurs de ce que tu fais toi. Donc l'imagerie médicale est un sujet qui peut s'appuyer aussi beaucoup là-dessus. Alors, dans l'imagerie médicale, on est intéressé par plusieurs choses. On est intéressé pour faire de l'imagerie non invasive de l'intérieur du corps. On est aussi intéressé à l'échelle d'une cellule, à regarder le métabolisme d'une cellule. Et donc, il y a des capteurs qui existent aujourd'hui qui sont capables d'utiliser un phénomène très particulier qui se manifeste dans des diamants. Et dans des diamants, on a des impuretés, et dans les impuretés, il y a des endroits où des électrons sont logés, et ces électrons, ils sont extrêmement sensibles au champ magnétique. Et avec des lasers qui éclairent ces impuretés, on est capable de mesurer la variation très fine du champ magnétique. Et ça permet d'aller explorer le vivant de près. Ça permet de faire aussi pour l'industrie du contrôle non destructif de matériaux avec une très grande précision. Et donc ça, c'est lié à la mesure du champ magnétique. Mais la mesure du champ magnétique, j'ai découvert ça relativement récemment, hein. Je n'étais pas expert avant de m'intéresser à ça. J'ai découvert que c'était très puissant parce que le magnétisme permettait derrière, par induction, de mesurer la température, la pression et
plein de grandeurs physiques de manière indirecte, en fait. Et donc, c'est des capteurs qui sont très puissants. Il y a même des startups françaises dans le domaine, hein. Il y en a qui utilisent la MNR, hein, comme toi. Ouais. Il y en a qui utilisent Mais en fait, une startup qui est à effectivement, Lorient, qui s'appelle Quantech, qui ouais. fait ça pour la biologie et pour le contrôle de matériaux. Et donc, c'est des choses qui existent, quoi. Ah, c'est sûr que l'imagerie au niveau de la cellule, c'est un Graal pour nous, hein. Ces capteurs, par exemple, qui est celui d'étudier les champs magnétiques liés aux activités des neurones. Donc, il y a un type d'imagerie qui se base, et ça a posé pas mal de questions parce que les gens ont commencé à paranoïer sur l'idée qu'on pouvait lire les pensées des autres grâce à ces nouveaux capteurs quantiques. Donc, je fais un clin d'œil à la session suivante. C'est un classique aussi, d'ailleurs. Oui. Meg, Et du coup, sur les capteurs, donc tu travailles aussi sur les capteurs ou que sur le... Alors, je ne travaille pas personnellement sur les capteurs, mais c'est une des choses qu'on fait effectivement à Nice. À Nice, on est un peu actif dans tous les domaines du quantique, donc avec les grands piliers du quantique. Donc, c'est capteurs, simulation, calcul et communication. Et donc, effectivement, il y a des capteurs qui utilisent des propriétés d'intrication de la lumière pour faire des mesures qui sont des mesures ultra précises sur certains types de matériaux. Et en effet, c'est un tout petit peu, je reviens toujours un peu à un niveau plus physique fondamental pour expliquer. Ces objets quantiques sont des objets, donc pourquoi on est capable de faire des capteurs avec des très bonnes précisions et des très bonnes résolutions? Parce que ce sont des objets qui sont très fragiles. Donc, dans l'interaction avec le reste du monde, et ça c'est un problème, c'est pénible pour certains types d'applications, on est capable de voir le changement de l'état quantique de la matière. Et donc, ça qui peut être un problème pour certains types d'applications, c'est la fameuse histoire, si je veux faire un ordinateur quantique à base de lumière ou même à base de matière, il faut que je protège mes systèmes, il faut que je prenne les devants sur tout un certain de thématiques de bruit, de décohérence, on appelle des effets de décohérence, mais ça peut être exploité. Donc, ces objets quantiques qui sont fragiles, qui sont des propriétés très particulières, on peut les exploiter pour aller sonder des choses qu'on ne connaît pas. Tant qu'à faire, puisqu'ils s'abîment tout de suite, dès que je commence à les faire interagir avec quelque chose, je les fais interagir volontairement avec ce quelque chose pour avoir des renseignements. Et comme ils sont très fragiles, je vais avoir des renseignements qui sont plus précis et plus accurate, je ne sais pas le mot. Précis. C'est accurate. Oui, non, mais et c'est un nuance. Oui, c'est vraiment ça. Effectivement. Et du coup, on va faire peut-être une transition tout de suite en voyant le temps sur le calcul, parce qu'en fait, on a les... Alors, on a effectivement discuté donc, communication, capteur, et un des troisièmes piliers donc, de l'informatique quantique, c'est l'ordinateur quantique. Donc, le principe, finalement, ça va être donc de concevoir demain des nouvelles générations d'ordinateurs dont le fonctionnement de base n'est plus classique, mais quantique. Vous savez qu'aujourd'hui, un ordinateur, un PC, effectivement, il a un fonctionnement binaire, c'est-à-dire que l'information, elle est stockée sous forme de 0 et de 1. Et donc, à partir de 0 et de 1, on a défini depuis les années 40 une théorie de l'information classique, on sait stocker des bits, on sait les ajouter, on sait les retrancher, bref, on sait faire fonctionner un ordinateur tel que vous le connaissez aujourd'hui. L'enjeu de l'informatique quantique est de concevoir des nouvelles générations d'ordinateurs dont le fonctionnement de base n'est plus classique, mais quantique. Donc, ce que rappelait Virginia, on va donc concevoir une structure de base qu'on appelle un qubit, un quantum bit. Et ce quantum bit, il va se comporter exactement, entre guillemets, comme la physique quantique le précise. En particulier, dans des conditions un petit peu particulières, on va y revenir, ce qubit peut être superposé, il peut être intriqué, et on va concevoir des ordinateurs dont le fonctionnement de base, il est quantique. Et ça, effectivement, aujourd'hui, il y a une grande dynamique qui s'est mise en place depuis une bonne quinzaine d'années. On va peut-être dans quelques instants sur l'écosystème français. On parlait donc de souveraineté en introduction. Il y a un vrai sujet de souveraineté sur la capacité donc de concevoir un ordinateur. Et un des sujets peut-être qui différencie le calcul des capteurs et des communications, c'est que pour concevoir un ordinateur quantique, il faudra beaucoup de qubits. Et donc, plus on met de qubits, plus on a des erreurs. Et plus on a des erreurs, moins l'ordinateur est fonctionnel. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui de concevoir ces nouvelles générations d'ordinateurs
avec un très grand nombre de qubits et avec une qualité de fonctionnement unitaire la meilleure possible. Et ça, c'est un grand enjeu, sachant en plus que pour rajouter une couche de complexité, c'est qu'aujourd'hui, la première étape concerne, je dirais, la conception d'un qubit, effectivement. Et pour faire simple, aujourd'hui, il y a 5 grandes familles, je dirais, donc, de structures de base qui permettent donc de concevoir un ordinateur quantique, que sont, on l'a un peu évoqué, des supraconducteurs, des ions, des photons, des atomes, des spins de silicium, des spins. Et donc, l'idée de dire, on va concevoir une structure de base, ce fameux qubit, et on va devoir assembler un très grand nombre de qubits pour finalement concevoir un ordinateur quantique. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, il faut beaucoup de qubits. Et d'un point de vue environnemental, peut-être qu'on y reviendra, plus on met de qubits, plus il y a des contraintes à la fois de bruit, de variation, de température, de taille même du système. Très souvent, ces qubits-là doivent être refroidis au zéro absolu, donc à moins 273 degrés Celsius. Donc ça pose très très vite des complexités technologiques très importantes dans la conception d'un ordinateur quantique. Oui, c'est ce que vous disiez. Puis il y avait plusieurs technologies, on a 100 startups, vous mentionnez, avec des technologies différentes. Exactement. Ah. Donc, il y a en gros 5 grandes familles, pour faire simple. Hein. Donc, des supraconducteurs, des photons, des ions, des spins, j'en ai oublié un. Et à partir de là, des atomes. Merci, des atomes. Voilà, donc c'est 5 grandes familles. Et après, on va se décliner. Et après, effectivement, en gros, une fois choisi, entre guillemets, ma structure de base, concevoir un ordinateur à partir de ces fonctions-là. Et donc aujourd'hui, il y a, pour faire simple, une petite centaine, je dirais, d'industries qui ont de fournisseurs qui ont cette capacité aujourd'hui de concevoir un ordinateur, mais il est très très clair qu'aujourd'hui, toutes les machines existantes aujourd'hui, quelle que soit la marque, le modèle, ont un niveau de maturité qui reste relativement balbutiant. On n'est pas capable aujourd'hui de démontrer un vrai avantage quantique, effectivement, sur un ordinateur, parce qu'effectivement, le taux d'erreur est important et du coup, on n'a pas la performance attendue. Oui, et puis en fait, là, je vais faire une petite imaginons, comment dire, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, je fais la neuneu, hein. Voilà, c'est ça que je cherchais. On lit l'information quantique, on a révélé le système. Donc là, dans l'ordinateur, je lis mon information d'une certaine façon, elle est détruite. Alors, il y a des classiques. Et en plus, il y a des classiques. Voilà. Et effectivement, et donc ça, c'est un des points importants, c'est que effectivement, vous savez que dès qu'on mesure l'état quantique, donc l'état part en décohérence, donc on récupère in fine un résultat classique. Donc ça, et donc le fonctionnement, je dirais, natif d'un ordinateur quantique, il est probabiliste. Donc en fait, on va réaliser un très grand nombre de calculs pour converger statistiquement vers le résultat. Et donc c'est très très différent du fonctionnement d'un ordinateur classique. Et la conséquence de tout ça, c'est que la programmation quantique est totalement différente de celle que vous connaissez sur une machine classique. Et peut-être qu'on en parlera, je crois qu'il y a une table ronde sur quel usage. Il y a un énorme besoin de reconcevoir pour des machines quantiques des problèmes qu'aujourd'hui classiquement c'est réglé. Et donc c'est vrai que c'est à la fois très différent dans le modèle de pensée, effectivement, mais également dans la manière dont on doit programmer, je dirais, un algorithme quantique. oui, comme on faisait la parallélisation des calculs, il fallait reprogrammer. Exactement, il faut le reprogrammer. Mais alors, donc, il y a des inquiétudes. Alors, du coup, c'est pour ça que je vais vous poser les questions pour que vous puissiez répondre sur le coût énergétique du calcul quantique. Et donc, vos réponses, je vous laisse. On va laisser répondre sur la part d'énergie. Oui, parce que. Je vais répondre, mais je vais quand même compléter ce que Olivier vient de dire sur un point qu'on n'a pas assez bien précisé, c'est à quoi ça sert. Et voilà, en fait, c'était la double question. Oui, mais il faut dire à quoi ça sert avant combien ça coûte quand même. À quoi ça sert? L'ordinateur quantique, dont d'ailleurs il existe plusieurs formes et plusieurs méthodes de calcul, il peut servir à 3 ou 4 choses, et je vais aboutir à l'énergie à la fin. La première, c'est qu'il peut rendre accessibles des calculs qui ne le sont pas aujourd'hui. Et en particulier, quand on veut simuler la matière numériquement, avec ce qu'on appelle les jumeaux numériques dans le langage courant, on peut être confronté à des limitations du calcul classique, parce qu'on est face à ce qu'on appelle des problèmes exponentiels, des problèmes qui coûtent très très cher à résoudre quand la taille du problème grandit. Ouais, je vais donner une petite ordre de grandeur. Quand on fait de la simulation numérique sur de l'eau, avec quelques ions, en fait, on est capable de simuler sur quelques centaines de nanosecondes. C'est ridicule en termes de temps. Enfin, mes collègues simulateurs vont peut-être pas apprécier, mais voilà, en
fait, Même du si coup, la molécule est compliquée. si on calcule tout atome. Donc, en fait, on ne va pas très loin. Et si vous simulez ça dans un milieu complexe, milieu poreux, vous voulez regarder comment ça évolue dans une cellule, ben, on n'a pas les gammes de temps. Il y a le temps, c'est vrai, tout à fait. Mais même indépendamment du temps, savoir juste calculer l'énergie au repos d'une molécule est très compliqué aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on arrive à le faire avec des méthodes classiques, mais on obtient des résultats moyens qui sont très approximés. Et ce qu'on cherche à obtenir avec le calcul quantique, c'est de calculer des énergies au repos, des états excités de molécules, pour après comprendre comment fonctionnent les réactions chimiques. Et derrière, vraiment aller jusqu'à inventer de nouveaux procédés chimiques. Alors, ça va des batteries aux médicaments, potentiellement, hein. Ça couvre un champ très très large. Et aussi la création de nouveaux matériaux dans la physique du solide. Donc là, on est dans la simulation finalement de la physique quantique avec l'ordinateur quantique. C'est probablement le domaine qui est le plus prometteur pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un bénéfice économique attendu de plein d'industries dans ce domaine-là. Et le deuxième, c'est que finalement, simuler la physique quantique avec l'ordinateur quantique, sémantiquement, c'est pas trop éloigné, c'est voisin. Alors que d'autres cas d'usage sont plus éloignés d'un point de vue sémantique, les optimisations, la résolution d'équations différentielles dans le monde de la finance, ou des problèmes de machine learning, sémantiquement, sont plus éloignés de la physique de l'ordinateur, et c'est plus compliqué d'obtenir des algorithmes qui génèrent vraiment une accélération. En tout cas, le fait d'aller plus vite et de résoudre des problèmes inaccessibles, c'est un champ. Le deuxième, qui est d'ailleurs un peu lié au premier, c'est d'obtenir des résultats avec une meilleure précision. Donc, par exemple, les gens qui font la simulation chimique, à la limite, si ça dure le même temps que le calcul classique, mais qu'on gagne 1 ou 2 heures de grandeur en précision, ils sont contents. Donc, la précision est aussi importante que le temps de calcul. Le troisième, et là, c'est très incertain, mais c'est exploré par un certain nombre d'acteurs du logiciel, c'est autour des questions de travail autour des données avec le machine learning, c'est d'essayer de résoudre des problèmes avec moins de données. On sait que les données d'entraînement, ça coûte cher dans le machine learning, donc avoir moins de données, c'est un avantage potentiel du calcul quantique, parce que le calcul quantique a une capacité à explorer l'espace du possible de manière un peu plus exhaustive que le calcul classique. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Et puis, le dernier point, qui va être ma réponse à ta question initiale, qui est potentiellement, éventuellement, qu'on fasse tout ça avec une consommation d'énergie qui soit moindre que le calcul classique. Mais ça, ce n'est pas démontré encore. Ce n'est pas démontré parce que on n'a pas encore assez de recul. Et la raison pour laquelle ce n'est pas démontré, elle est liée à ce qu'Olivier disait tout à l'heure. Il a dit, pour faire un ordinateur quantique qui marche bien, il faut beaucoup de qubits. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi. L'espace mathématique dans lequel on travaille sur un ordinateur quantique, il se mesure sous forme d'une exponentielle du nombre de qubits. Donc, c'est 2 puissance le nombre de qubits, qui est l'espace mémoire dans laquelle, c'est un peu la RAM, si vous raisonnez en informatique classique. Donc, dès que vous ajoutez un qubit, vous doublez la RAM. Et ça, c'est la théorie. Maintenant, le problème, c'est que plus on met de qubits, plus il y a de bruit, et plus il faut. Aujourd'hui, on a tout un champ scientifique qui s'est développé depuis une bonne trentaine d'années, ça date de 96, 30 ans exactement cette année, c'est Peter Shor, hein. C'est le champ de la correction d'erreur. La correction d'erreur, ça consiste en fait à créer de la redondance, comme on le fait d'ailleurs dans les ordinateurs, dans la navette spatiale, ou dans tout un tas de systèmes électroniques embarqués. On multiplie le nombre de qubits par un certain facteur, qui peut être un facteur très élevé, pour faire de la correction d'erreur. Donc, par exemple, pour faire un qubit qui marche bien, avec un certain niveau de qualité, ben, en fait, on en a besoin de plusieurs dizaines ou centaines, voire milliers. Ça dépend de la taille du code qu'on veut générer. Et donc, ça crée une multiplication par 1 ou 2 heures de grandeur minimum du nombre de qubits physiques qu'on va gérer, et donc de tout ce qui les contrôle. L'électronique, la photonique, les lasers et la cryogénie. Et donc, ça pose une question importante, c'est que la correction d'erreur, elle a un coût. Et aujourd'hui, on commence à savoir l'évaluer. On sait qu'il est assez élevé. Et donc, il y a tout un travail des scientifiques et des industriels pour diminuer ce coût. Et il y a plein de manières de diminuer ce coût. Il y a améliorer la qualité des qubits. Donc, la physique marche mieux à l'échelle des qubits individuels. Il y a relier correctement les qubits entre eux, parce que mieux on les relie entre eux, et c'est compliqué physiquement, plus on diminue le coût de la correction d'erreur et plus on diminue la taille de la machine. Il y a aussi la partie logicielle, qui est toute la quincaillerie logicielle de correction d'erreur qui relève des mathématiques et de la programmation, et c'est très compliqué. Donc, il y a plein de gens qui essaient de diminuer ce coût. Maintenant, la grande question, c'est quel va être le coût de la machine. Et ça, c'est sur quoi je travaille dans le cadre de la Quantum Energy Initiative. Donc, on a des physiciens qui s'intéressent à la modélisation de la physique et de la thermodynamique de nos objets quantiques. Et en complément de ça, moi, plutôt comme ingénieur, je m'intéresse à l'estimation du coût global des machines, voir les interactions entre les composants, et voir aussi l'économie qui est derrière.
Et la première analyse qu'on a faite en s'appuyant sur les roadmaps des constructeurs, c'est-à-dire leurs plans à 5-10 ans, montre que selon la technologie qui va être utilisée, les ordres de grandeur de consommation d'énergie vont de 1 à 1000. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des méchants et des gentils dans l'histoire. Il y a des gens qui vont construire des machines qui vont consommer quelques centaines de kilowatts, ce qui est tout à fait raisonnable. C'est quelques racks de serveurs NVIDIA dans le domaine de l'IA. Et d'autres, comme une société américaine qui pour moi est le diable, on n'est pas enregistré, donc je peux dire ce que je veux, qui s'appelle... C'est enregistré? C'est diffusé sur Internet, là. On est en live? Ouais, mais on parle en français. C'est en live, là? Je ne savais pas que c'était en live. D'accord, c'est pas grave. Mais ce que j'ai dit aux États-Unis il n'y a pas longtemps, c'est une société qui s'appelle Psyquantum, qui est une boîte américaine. Eux, leur ordinateur, qui d'ailleurs travaille avec des photons, il va consommer, dans la première version, 100 mégawatts. Et 100 mégawatts, c'est la moitié du CERN. C'est la moitié du LHC au CERN à Genève. C'est beaucoup d'énergie. Enfin, Ils se font des petits réacteurs nucléaires, rien que pour eux. C'est une méthode. Et donc, il y a un rapport de 1 à 1000. Et aujourd'hui, on ne sait pas dire quelle technologie va fonctionner. Est-ce que c'est celle qui coûte 1, 10, 100 ou 1000? On ne sait pas. En tout cas, ce serait bien pour la société que ce soit 1 ou 10 plutôt que 1000. Mais on ne sait pas encore le dire. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on mette en place des méthodes de benchmarking, des méthodes de comparaison, des méthodes d'optimisation de l'ensemble du système pour comprendre cet élément-là. Et alors, moi, mon propos que je partage notamment avec la Commission européenne, c'est de dire qu'il vaudrait mieux que les machines qui viennent d'Europe, en particulier vis-à-vis des machines qui viennent des États-Unis, aient un avantage énergétique supérieur à celle des machines américaines, et ne serait-ce que pour créer un marché qui a une certaine taille raisonnable. Parce que si vous vendez j'ai oublié de dire que la machine à 100 mégawatts, elle coûte $1 milliard. C'est pas très accessible, si vous voulez, pour faire du calcul. Les machines qui vont consommer 1 plutôt que 1000, elles vont coûter dans les 10-20 millions de dollars. Ce qui est beaucoup plus accessible. Donc, c'est vraiment très important de comprendre l'économie de ce secteur-là autour de la question de l'énergie pour être sûr que ça va générer finalement un usage, je ne dis pas courant parce que ce n'est pas un usage très courant, mais au moins que ça puisse servir à beaucoup d'entreprises, beaucoup de scientifiques qui vont faire ou du calcul scientifique ou du calcul pour les entreprises. Et le coût énergétique, le coût dans l'absolu des machines est très important. Donc, c'est important de se poser ce genre de questions maintenant, pas dans 20 ans, quoi. Tu voulais intervenir. Juste pour faire un complément, c'est-à-dire que vous avez compris que la réponse sur la partie enveloppe énergétique des machines quantiques n'est pas encore claire, mais très clairement dans le monde du classique, du HPC, donc du calcul intensif, aujourd'hui, donc les machines, elles sont pratiquement toutes au-dessus du mégawatt. Donc en gros, ces super ordinateurs, calculateurs dont on parle, dont il y en a un certain nombre installés en France ou pareil, ils tournent entre 1 et 20 mégawatts de consommation. Donc c'est vrai que c'est très important de dire, si le quantique a en plus, au-delà des capacités de traitement, la possibilité donc d'améliorer l'enveloppe énergétique de ces futurs ordinateurs, il y a un vrai enjeu aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a une dérive, effectivement, sur l'enveloppe énergétique consommée aujourd'hui par les calculateurs classiques. Pour avoir un chiffre, il y a 93 machines dans le monde qui sont dans l'enveloppe que tu décris. Ce n'est pas beaucoup. Donc, si on veut qu'il y ait de l'usage, j'allais dire démocratisé à l'échelle des entreprises, ce n'est pas pour le grand public, ce serait mieux que ça consomme moins, quoi. Si on est au-dessus d'un mégawatt, on n'aura pas un grand marché. Donc, c'est quand même très intéressant de voir que le prix des machines et leur consommation d'énergie va conditionner la démocratisation de l'usage qui en est fait. Et là, on ne parle pas de faire des LLM pour des millions d'utilisateurs, on parle de faire du calcul scientifique ou de la gestion pour une banque, pour optimiser des portefeuilles ou optimiser des transports routiers ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle du back-end en informatique. Ce n'est pas quelque chose qui est vu de l'utilisateur, mais même pour ça, il vaut mieux que ce soit démocratique. Enfin, démocratique, ce n'est pas une question de démocratie, mais... De toute façon, on n'a pas d'argent dans la recherche, donc il faut que ce soit pas cher. Dans la recherche, c'est pareil, on n'a pas d'argent. Donc, c'est important de se poser cette question. Il faut que les machines soient accessibles. Et c'est un domaine passionnant parce qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de technos différentes et des débats sans fin là-dessus. J'aimerais poser une petite question technique parce que vous avez beaucoup mentionné le problème du bruit. Et du coup, d'où vient-il? Est-ce qu'on peut préciser d'où ça vient? Et effectivement, est-ce qu'il y a des pistes pour réduire ça en dehors? En fait, donc l'idée, vous l'avez compris, c'est que le monde du quantique est un monde extrêmement fragile, effectivement. Et en particulier, on ne peut pas dire maintenir un état quantique indéfiniment. Et donc, le principe, à nouveau, côté ordinateur, est de dire, on veut mettre ensemble un très grand nombre de qubits, et il faut arriver à garantir que l'ensemble de mes qubits vont rester dans l'état quantique pendant assez longtemps, le temps que puisse faire mon calcul. Et il y a plein de raisons pour lequel le quantique peut décider, entre guillemets, de ne pas vouloir rester dans un quantique, problème de perturbation, de bruit, de vibration, même de mesure. C'est-à-dire au moment où je vais
envoyer sur mon qubit un signal pour lui appliquer un algorithme, peu importe, on en parlera peut-être, effectivement, il y a donc le risque qu'on va donc perturber le qubit et donc le mettre dans une erreur, dans un état classique. Et donc, du coup, il y a en gros 5, 6, peut-être même plus que ça, raisons qui vont expliquer que mon qubit peut partir en décohérence, effectivement, et du coup ne plus avoir le comportement quantique que j'attends, mais il est dans un comportement classique. Et donc, il y a effectivement beaucoup de raisons, je dirais, pour lesquelles, et ça rend d'ailleurs le calcul quantique très compliqué, pour lequel c'est très compliqué de faire fonctionner un très grand nombre de qubits ensemble dans une cohérence quantique durable. Oui, c'est effectivement un grand problème. C'est un peu des problèmes aussi liés au fait de pourquoi c'est compliqué d'augmenter le nombre de qubits. Tout simplement, si j'ai beaucoup d'objets, on a dit que ces objets sont fragiles. Souvent, on les fait dans des ensembles qui sont à température très faible. On essaie de tout protéger pour que le reste de l'environnement ne les perturbe pas. Mais à un moment donné, il faut que je parle avec ces qubits. Il faut que comme disait très bien Olivier, il faut que j'adresse un signal à ces qubits. Il faut que j'écrive sur ces porteurs. Et rien que ça, c'est une source de communication avec le reste du monde qui peut les perturber. Ça, c'est vrai pour certains types de systèmes de matière. C'est vrai aussi, par exemple, pour des autres disciplines. C'est vrai, par exemple, pour les communications. Télécommunications, si j'envoie de la lumière qui se balade dans une fibre optique pour faire des grandes distances, je vais couvrir des réseaux, je vais pouvoir faire router mon information classique, quantique et tout. Un problème qu'on a, c'est que la lumière déjà se fait absorber et je ne peux pas la réamplifier comme je fais avec des objets quantiques. C'est le problème des communications quantiques à longue distance. Parce que si je mets des amplificateurs, comme je le fais dans les réseaux de communication fibrés qui couvrent toute la planète, un amplificateur, c'est un objet qui va me perdre complètement la cohérence de mon objet quantique. Donc, ça va devenir des objets classiques, voire je vais complètement les détruire. Je ne peux pas le faire. Et aussi, même admettons que sur un tronçon de ligne, j'arrive à envoyer ma lumière quantique, il y a plein de raisons. Donc, ce sont des fluctuations dues à la longueur des fibres qui sont thermiques, par exemple, ou juste à la polarisation de la lumière à l'intérieur des fibres qui peut tourner. Donc, c'est des systèmes qui sont assez compliqués. Donc, quand on parle de réseaux, par exemple, de communication quantique déployés, c'est une des spécialités. Il y a l'expert qui fait semblant de rien derrière. Donc, c'est une des spécialités du site. C'est des systèmes qui sont assez compliqués. Tu as des boucles de synchronisation, des boucles de stabilisation qui permettent d'adresser ce type de problème. Et trouver le type d'encodage qui permet d'être le plus résilient vis-à-vis de ces phénomènes de décohérence, c'est un vrai sujet. Donc, il y a plusieurs manières de coder les bits quantiques. Et quelle est la manière la plus adaptée à la tâche que je vais effectuer? C'est un sujet. D'où aussi la multiplicité de plateformes, par exemple pour le calcul ou pour les capteurs. Et je vais faire juste une petite parenthèse parce que vous avez évoqué beaucoup de fois la cohérence et la décohérence et je crois que ce serait peut-être pas mal de définir parce que ça ne doit pas être très clair. Et après, on va dire que en fait, ça revient à la notion cohérence, c'est une notion qui vient de la physique ondulatoire. Donc, une onde est cohérente si je peux faire des interférences avec l'onde, par exemple, à l'instant donné, à l'instant suivant, ou un lieu avec un autre lieu. Donc, c'est vraiment une notion de physique ondulatoire. Et comme je disais au départ, ces objets quantiques exploitent le vrai avantage quantique vient du fait que je suis capable d'exploiter l'aspect particule et l'aspect onde. Donc, pour coder des bits d'information quantique, je vais être capable de garder précieusement cet aspect ondulatoire. Donc, je veux que ces objets soient capables de faire des interférences au sens quantique du terme. Donc, si je détruis cette propriété, je vais retomber sur des objets qui sont que des particules, donc je n'ai pas cette dualité qui me porte l'avantage quantique. Merci pour ces précisions sur les cohérences des cohérences. Alors, on était parti sur les communications. On va dire deux mots. Je sais qu'on va, dans l'autre table ronde, ce sera redéfini, mais finalement, où on en est, quelles sont les recherches Oui. Alors, où on en est, c'est un sujet qui est... c'est un sujet qui a un impact à petit terme, à moyen terme, à long terme, en fonction de ce qu'on veut faire. Pour vous faire un exemple, quand l'Union européenne a lancé son flagship européen, donc c'était un programme de financement européen,
le dada de l'Union européenne, c'était je vais faire un Internet des objets quantiques. Donc, si je vais mettre un réseau de différents objets quantiques, il faut que je puisse me donner les moyens de distribuer de l'information quantique qui va aux différents objets quantiques et que je puisse après les exploiter tous ensemble. Il faisait l'exemple, imaginons que j'ai un calcul stratégique et je ne vais pas dévoiler, j'ai trouvé le soin pour le cancer. Donc, j'ai un médicament qui fait ça, je ne vais pas vendre. Donc, normalement, on part sur une logique cloud, plutôt pour les ordinateurs quantiques. Donc, je ne vais pas donner à un seul ordinateur quantique toute ma molécule. Donc, ce que je fais, c'est que je fais faire un bout de calcul de ma molécule à un ordinateur, un bout à l'autre, un bout à un troisième. Donc, je fais un calcul délocalisé. Or, ce n'est pas la même chose si je fais un bout de calcul quantique et puis je passe un classique et puis je remets le quantique et puis je repasse un classique que si j'ai tout un objet, donc ça reste quantique avec un lien quantique et puis c'est encore quantique. Et donc, ça, c'est un enjeu à plus long terme. On n'est pas demain pour avoir des réseaux d'Internet quantique. C'est la même chose pour les capteurs. Je peux avoir envie de mettre plusieurs capteurs en réseau pour faire des mesures qui voient un même objet sous différents points de vue. Mais à des termes un peu plus courts, donc la communication quantique et particulièrement la cryptographie quantique, ce sont des domaines qui sont très anciens. Donc, c'est une des applications historiques des nouvelles technologies quantiques. Donc, il y a des enjeux qui sont liés, par exemple, à la sécurisation des informations. On a dit du bien de l'ordinateur quantique, on peut dire du mal de l'ordinateur quantique, dans le sens où un ordinateur quantique, c'est une super machine, au moins quand on l'aura et quand ça marche. Mais c'est le problème qu'on a avec l'ordinateur quantique, c'est que potentiellement, il est capable de révolutionner la manière de traiter l'information, donc de craquer une certaine partie des algorithmes sur lesquels repose aujourd'hui la sécurité, qui est une sécurité algorithmique, ce n'est pas une sécurité absolue des échanges de communication. Et donc, être capable d'utiliser la physique quantique pour fournir une solution alternative à la sécurisation des informations, c'est un enjeu hyper important. D'où l'intérêt de pratiquement tous les pays importants sur le quantique d'avoir des réseaux de communication quantique fonctionnels. Et donc, ça, c'est effectivement des choses qu'on fait ici à Nice. Donc, on a un réseau déployé pendant qu'on parle. Il y a des bits quantiques qui se baladent et donc qui font des mesures. Merci. Alors là, je crois que nous sommes arrêtés dans notre truc et on va passer aux questions avec la salle. Est-ce qu'il y a une prise de parole? Merci, Alexandre Caminada, directeur de Polytech, école d'ingénieur. Une question à propos de la température. Pourquoi la température a une telle importance? Est-ce que c'est parce qu'elle diminue le niveau d'interférence? C'est quoi l'enjeu sur la température? En gros, ça dépend des technos, mais l'idée, c'est que plus mon qubit est refroidi, à température ambiante, moins j'ai de bruit, moins d'entropie. Et donc, moins j'ai de l'entropie au niveau microscopique, plus mon qubit est stable. Donc, en gros, c'est pour réduire effectivement l'entropie au niveau du qubit et donc les perturbations. Donc, effectivement, typiquement dans des technologies donc, de supraconducteurs, on va tourner entre 10 et une vingtaine de millikelvin, et c'est la température dans laquelle le qubit, je dirais, a le moins de chance, entre guillemets, d'être perturbé. Mais ça dépend des qubits. Ça dépend des qubits. La plupart des qubits nécessitent un refroidissement et pas pour la même raison. Voilà. Par exemple, si on fait un ordinateur quantique avec des photons, comme ce que fait Candela, on refroidit la source de photons parce que c'est un semi-conducteur qui excite des atomes et qui génère des photons uniques. Et il a besoin d'être refroidi aussi. C'est pas lié aux questions de bruit, c'est la manière dont la physique de ce système-là fonctionne. Et les détecteurs de photons sont aussi refroidis à de l'ordre de Kelvin. C'est chaud par rapport à 15 millikelvin, mais c'est quand même 4 Kelvin. Il faut de la cryogénie avec de l'hélium 4. Et la raison, c'est que les détecteurs, ils sont eux-mêmes supraconducteurs, donc ils ont besoin d'être refroidis. Si on prend les atomes aux lésions, sur le papier, on peut les refroidir avec des lasers et il n'y a pas de problème, mais en fait, on les refroidit quand même à 4 Kelvin parce qu'on veut éviter qu'il y ait des photons thermiques qui rentrent dans une espèce de chambre sous vide. On veut améliorer la qualité de la pompe à ultra vide qui fait le vide à l'endroit où il y a les atomes et les ions. Et donc, pour ça, on le refroidit aussi. Donc, en fait, la raison pour laquelle on refroidit les technologies est très variable. Il y a plusieurs raisons, il n'y en a pas qu'une. Une autre question ici. Vraiment stupide question. Comment vous rentrez les datas dans les ordinateurs quantiques? C'est un clavier classique? Oui, non. Et la deuxième question, parce que Madame a dit c'est peut-être bon pour l'eau. Est-ce qu'on pouvait calculer le jet stream, le Gulf Stream avec un ordinateur quantique? Je peux essayer de répondre? Ou tu veux répondre sur le jet stream?
Ouais. Sur la partie clavier, bon, évidemment, le principe, effectivement, c'est que, en deux mots, donc, la programmation quantique est fondamentalement différente de celle du classique. Donc, le clavier, je dirais, va rester le même. On va utiliser donc des langages de programmation qui sont un petit peu spécifiques, avec donc des portes quantiques, et ces portes quantiques vont être traduites pour que les qubits comprennent effectivement le signal qu'on envoie. Donc, il y a une phase de transpilation où le circuit que j'écris avec un clavier habituel, je dirais, va être traduit dans quelque chose que le qubit peut interpréter comme une transpilation. Et donc, il y a un passage d'un code qui est écrit dans un langage spécifique, les portes quantiques, jusqu'à ce que quelque chose que le qubit comprend in fine. Moi, je vais répondre autrement. L'ordinateur quantique, il a une caractéristique, c'est que ce n'est pas un ordinateur qui fonctionne sur le même modèle que l'ordinateur classique. Un ordinateur classique, c'est un processeur avec des unités de calcul, mais la mémoire est externe. C'est-à-dire qu'il accède à la mémoire, la RAM, le SSD, et on passe son temps à transférer la donnée entre la mémoire, longue durée, courte durée, la RAM, le registre, la mémoire cache. Donc on a une hiérarchie de mémoire dans l'ordinateur classique. L'ordinateur quantique, c'est en fait une mémoire sur laquelle on agit directement. Et en américain, on appelle ça du in-memory processing. Donc, en fait, c'est une mémoire avec des qubits et on a des portes quantiques qui modifient la donnée directement dans la mémoire. Donc, conceptuellement, c'est très différent. On inverse le système. Et donc, pour répondre à la question, comment on met des données dans la mémoire? Avec des portes quantiques qui sont des suites d'opérations qui modifient l'état des qubits et qui rentrent la donnée dedans. Et d'ailleurs, ça a une conséquence que j'aime bien mettre en avant parce que c'est quand même très différent du calcul classique. C'est qu'à chaque fois que votre donnée change, votre code change, il faut le recompiler pour l'exécuter sur la machine. C'est un petit détail pratique quand même qui fait que ce n'est pas fait pour un usage courant où les données changent tout le temps, quoi. Vous n'allez pas gérer votre mail avec un ordinateur quantique à cause de ça. Donc, si vous avez une nouvelle simulation chimique ou un nouveau problème d'optimisation à résoudre avec juste une donnée qui change, vous recompilez tout. Petit détail. Ben oui. Alors, le Gulf Stream, oui, c'est une bonne question. C'est une question qui relève de la mécanique des fluides, de simulation par élément fini. On fait ça très bien d'ailleurs classiquement aujourd'hui. Il y a des gens qui réfléchissent à la manière de simuler le climat ou la météo avec des ordinateurs quantiques. Mais pour l'instant, pour moi, ça relève d'un usage plutôt futuriste qui nécessite un très grand nombre de qubits, qui nécessite de résoudre même des problèmes mathématiques, algorithmiques qu'on n'a pas résolus. C'est un petit détail hein, pour ceux qui font des maths ici, il y en a quelques-uns, j'espère, dans l'école d'ingénieurs. Il faut faire de la mécanique des fluides. La mécanique des fluides, c'est des équations non linéaires. Et le modèle du calcul quantique, c'est plutôt des équations linéaires. Donc, il y a quand même du boulot pour que ça puisse marcher. Ce n'est pas à gagner, quoi. Oui, merci. Oui, ce n'est pas tellement une question, c'est plutôt pour les néophytes que nous sommes. C'est que la physique quantique, c'est le fonctionnement en définitive aujourd'hui de tout ce qu'on est dans l'infiniment petit. Et on n'est pas à moins de 170 degrés. Alors, je voudrais juste préciser pourquoi on a la nécessité, alors c'était la première question, mais quand même, pourquoi on a la nécessité d'enlever le bruit, de rester proche du zéro absolu, par exemple, pour faire des ordinateurs quantiques. Parce qu'on risque de ne pas comprendre comment se fait-il qu'en définitive, on ait un fonctionnement quantique, dans l'infiniment petit, aujourd'hui, alors que l'ordinateur quantique nécessite de rester effectivement dans l'élimination du bruit. La différence, c'est que vous n'êtes pas en état superposé, comme le fameux chat Schrödinger. Vous n'êtes pas mort et vivant en même temps, alors que l'objet quantique, lui, à son échelle, il est dans ces deux états superposés, mais vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes un objet macroscopique. C'est une réponse à l'emporte-pièce, mais... c'est que quand on passe au macro, effectivement, l'effet quantique n'existe plus. Effectivement, dans cette salle, nous sommes tous bêtement classiques, effectivement, alors que le principe, effectivement, c'est de faire fonctionner quelque chose sur un quanta quantique. Et donc, c'est ça la différence entre le microscopique, effectivement, qui peut être quantique, et le macroscopique, qui est classique. Merci infiniment. Je pense qu'on peut applaudir chaleureusement nos trois intervenants. Merci Olivier Ezrati, Olivier S. et Virginia Doria. Et merci à notre animatrice, Anne-Laure Rollet. Alors, avant de passer à la seconde table ronde, on avait envie de donner la parole à Candace Johnson et Robin Kaiser pour annoncer un événement quantique qui aura lieu à la fin de l'année à Cannes. Donc, la parole est à Candace et Robin. Merci beaucoup. Donc, je suis absolument ravie d'être ici à ce workshop et je vois Laurent Landex qui a un grand sourire. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Robin Kaiser
Et je suis dans l'espace. Et donc, il me parlait de ce qu'il faisait dans le quantique. Et mes yeux sont devenus grands comme ça. Je dis, mais il faut absolument que je t'invite à donner un discours à Sophia Business Angels, au Startup Factory. Un moment. Il y a 2006, donc aussi 20 ans, Laurent Londex et moi, nous avons fait le festival de la 4e dimension ici chez Sophia Antipolis. Et alors, un des projets clés était la symphonie des machines. Et là, on avait un réseau neurone qui utilisait Ubuntu et on captait les bruits d'oiseaux, de la voiture, enfin de tout, et on le mettait dans un réseau neurone et on faisait une symphonie à la lumière et en musique et c'était très beau. Et donc, quand j'ai compris, puisque dans le spatial, c'est vrai que je suis la présidente de Seraphim Ventures, Seraphim Space, et nous avons déjà 6 investissements dans le quantique pour l'espace. Donc, avec le QKD aussi, il y a maintenant un nouveau projet de l'Union européenne qui s'appelle Eagle One, qui est un satellite quantique, etc. Et je finis encore une chose, et c'est que puisque j'étais aussi dans le conseil d'administration et que j'ai rencontré Robin et que nous avons et que je me suis rendu compte combien c'était important, j'ai dit à l'EDEC qu'il fallait faire le quantique pour les business students. Alors, ils ont ri, oh Candace, n'est-ce pas? Voilà. Et je suis tellement contente aujourd'hui que grâce à Lionel Martinelli, que nous avons aujourd'hui le EDEC Quantum Institute. Mais maintenant, je vais passer le mot à Robin, puisque tout ce que ces discussions ont fait, en fait, ont donné l'idée de faire ici, dans notre région, the World Quantum Can Festival, le 17 et le 18 novembre. Et c'est vraiment issu d'une to believe strongly que nous, ici en Europe, que nous avons toujours la chance d'être le leader mondial dans le quantique et les applications. Et je te donne. Ok, merci Candace. Effectivement, on s'est vu il y a 4 ans par coïncidence. Alors, World Quantum Can Festival, World Quantum Can Festival, et c'est le 17 et le 18 novembre au Palais de Festival. Il y a le maire de Cannes, d'ailleurs, qui s'y connaît très bien dans le quantique, je ne sais pas si vous en êtes au courant, et le président de Alpes-Maritimes, Charles Ginessi, qui ont donné énormément d'argent à nous pour le faire. Donc, ce n'est pas une petite chose. Et aussi, je vais voir le président du région Marseille pour le 4, pour aussi avoir de l'argent. Et on va travailler avec l'Union européenne. On espère de faire une journée avec tous les 27 pays de l'Union européenne. Et bon, on a un honorary committee, d'ailleurs, grâce à Robin, qui est présidé par Alain Aspect. C'est vraiment formidable, formidable. Voilà. non, je vais pas, je vois que le temps il coule, donc juste pour dire que je pense que c'est un moment dans l'histoire de l'évolution où la recherche fondamentale, elle n'est pas encore complètement mûre pour passer aux applications, mais il faut qu'on s'y prenne en avance pour être à l'heure. Et effectivement, je pense qu'à cette conférence, c'est peut-être un peu plus tôt que les conférences équivalentes qui sont tenues à Cannes sur l'AI, qui avait un marché beaucoup plus mûr quand ça s'est fait. On est un peu en avance, mais je pense que c'est ça l'opportunité en Europe, d'être un peu en avance sur le temps pour vraiment être à l'heure.
Et voilà, moi je trouve que c'est, moi je suis chercheur, je suis plus intéressé par les aspects plus académiques, mais je pense aussi que c'est important dans notre société de faire le lien entre l'académique et le privé et la société. Et c'est pour ça que je suis prêt à investir de mon énergie pour faire cet effort d'interaction en dehors de l'académie. Et pour moi personnellement aussi, je pense que c'est important pour avoir une sorte de legacy, pour avoir quelque chose qui reste après nous. Parce que souvent, le chercheur, on publie, on est content, et après, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est l'impact qu'on a sur la société, les étudiants qu'on forme, les ressources humaines qu'on forme, et ça, c'est un gros problème de ressources. L'énergie, c'est un gros problème. Les ressources humaines, c'est un très gros problème. Il faut qu'on investisse beaucoup dans la formation, dans le développement des ressources humaines. Donc, j'insiste beaucoup. Et ça se fait souvent encore dans les universités, dans le laboratoire de recherche. Voilà, bon, je reste ici très court. Voilà, je vais tout simplement dire qu'en fait, grâce aussi à travaillant avec Robin, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses déjà quand même qu'on pouvait faire et que c'était très important de commencer à faire ce travail entre la recherche et les applications. Et je remercie énormément Laurent, puisqu'il a dit, Candice, on pourrait faire ce workshop en amont pour le Festival Quantique le 17-18 novembre. Donc, merci encore, Laurent. Merci à vous.